Bonsoir, bonsoir. Alors, on va essayer de respecter les horaires et on va commencer. J'ai la lourde charge de vous dire bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. On est ravis de vous voir. On est ravis d'être là. Et donc, vous vous posez la question, mais qui sommes-nous? Nous sommes DDMEG, qui est un Master 2 de l'Université Panthéon, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui veut dire développement durable, management environnemental et géomatique. On est un vieux master maintenant, parce qu'on a presque 20 ans, le même âge que moi, bien évidemment. Et on est cohabilité entre l'Université de la Sorbonne et l'ENSG, qui est notre partenaire depuis le début. Je me suis fait des antisèches. Notre objectif, alors un peu grandiloquent, c'est d'ouvrir le monde aux étudiants. Et dans l'absolu, d'ouvrir les étudiants au monde. Et en faisant ça, d'essayer de travailler sur les problématiques les plus variées, les plus intéressantes, les plus actuelles, les plus fun, qui vont composer, on espère, leur vie de demain. Et on n'en doute pas, d'où la thématique d'aujourd'hui. Et d'où vient la thématique d'aujourd'hui? Elle vient d'un double endroit. Alors, c'est le moment auto-congratulation d'Adrien Sanchez. C'est moi, Adrien Sanchez, j'ai oublié de le dire. J'ai conclu une partie de mes études en travaillant sur le patrimoine commun de l'humanité. Et au moment où j'ai fait ça, il y a un certain nombre d'années maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait, ce truc-là avait ouvert mes chakras et m'avait donné envie de travailler sur le développement durable, alors que j'avais envie de le faire sans vraiment m'en rendre compte. Et donc, ce truc-là m'a trotté dans la tête pendant des années. Et un soir de septembre, je me suis retrouvé sur une terrasse avec Cécile Huette pour l'ONSG et Margot Tabella, que je remercie, qui s'occupe de toute cette organisation. Et on s'est retrouvés tous les trois en train de se dire, il y a un truc vraiment très très sympa, c'est ma thèse en 180 secondes. Et quand on fait ma thèse en 180 secondes appliquée à des étudiants, c'est un peu une torture, mais en même temps, normalement, c'est un super moment parce que c'est formateur, ça oblige à bien travailler les sujets, ça oblige à tellement bien les comprendre et les connaître qu'on se retrouve à pouvoir être très très bon en très très peu de temps, ce qui, on est d'accord, est un sujet très compliqué. Et quand on a fait ça, on s'est dit, on veut travailler sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, et assez vite, on s'est dit, on veut travailler sur les communs, les choses communes, les choses qui n'appartiennent à personne. Donc l'année dernière, on a fait notre première session. Et donc on leur a dit, bon, vous avez le choix, une partie de la promo qui est là ce soir d'ailleurs, et c'est très cool, vous pouvez travailler sur ce que vous voulez, avec en tête, ce serait très bien que vous travailliez sur les communs. Évidemment, ils ont pris la justice environnementale, ce qui nous a permis de faire une super conférence l'année dernière, et on en était vraiment ravis. Et donc cette année, on a fait pareil, en leur laissant absolument pas le choix, en leur disant, vous êtes trop contents de travailler sur les communs, et vous avez trop de chance. Et donc, vous allez voir ce soir des prestations excellentes, j'en doute pas un instant, qui vont nous permettre derrière de faire une super publication. Bien évidemment, running gag dans la promo. En tout cas, on est ravis de travailler là-dessus. On est ravis également de vous voir ce soir, vous, les professionnels qui, on l'espère, apprécier ce type de sujet. Vous, les familles, parce que j'ai vu des noms de familles très similaires avec ceux de mes étudiants. Donc je trouve ça également très sympa. Merci à l'Académie du Climat, merci à l'ENSG, merci à Margot d'avoir accepté de relever ce défi pour la deuxième fois. Et on espère que vous allez passer une super soirée. Et on profitera d'un cocktail tous ensemble après, où vous pourrez nous dire à quel point on a été formidable. On ne doute pas un instant. Et je passe la parole à MPEPS. À tout de suite. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes l'association MPEPS qui représente les masters d'environnement de Paris 1. Et tout d'abord, au nom de toute la promotion, on souhaitait vous remercier tous et toutes d'être présents ce soir pour nous écouter. On espère sincèrement que le forum va vous plaire et que vous allez pouvoir découvrir la diversité de nos biens communs. D'ailleurs, notre travail qu'on va vous présenter ce soir est le fruit d'un travail de recherche qui a été rendu possible par l'aide de professionnels et de chercheurs. Certains sont d'ailleurs présents dans la salle ce soir, donc merci à vous pour votre aide. Ensuite, merci aussi à notre directeur de master, Adrien Sanchez, pour son accompagnement tout au long de ce forum. Peut-être vous ne le savez pas, mais l'association MPEPS a pour vocation de créer et de maintenir un réseau professionnel entre les professionnels de l'environnement et avec les anciens du master. Nous remercions donc tous les anciens du master qui ont pu être présents ce soir. Enfin, un remerciement tout particulier à l'Académie du Climat pour nous accueillir dans cette magnifique salle. Il s'agit de la deuxième année où nous sommes accueillis pour l'organisation de cet événement et nous espérons que ce lien va perdurer dans les années à venir. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être au courant des prochaines actualités.
Et maintenant, nous laissons la place à Margot Tabella, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté d'être notre maîtresse de cérémonie ce soir et de nous avoir épaulés et conseillés tout au long de l'organisation de cet événement. Merci à tous et bonne conférence. C'est parti. Merci beaucoup. Alors, tout le monde vous a déjà remercié, mais je vais le refaire encore une fois, c'est pas grave. Donc merci à tous d'être venus si nombreux ce soir pour ce deuxième cercle de mini-conférences organisé donc par le Master DDMG de Paris 1. L'année dernière, Adrien le redit, nous avons parlé de justice environnementale. Cette année, nous avons poursuivi nos réflexions et nous nous sommes demandé quelle dynamique de gestion pouvons-nous mettre en place pour gérer notre patrimoine naturel commun. Vous allez donc entendre parler d'appropriation des nuages, de nouvelles personnalités juridiques pour nos entités naturelles, de gestion polycentrique. Nous verrons à travers des exemples concrets comment les communautés autochtones ou des collectifs citoyens se sont réappropriés des questions de gouvernance pour se demander comment mieux gérer nos ressources communes. Vos intervenants ce soir sont des étudiants engagés qui ont passé les 6 derniers mois à explorer les théories et les pratiques liées au commun. Ils vont vous faire part sur des formats de 180 secondes de leurs recherches, analyses et propositions. Le 180 secondes, Adrien en a un petit peu parlé, c'est quand même un exercice de style. C'est l'objectif ici, donc par binôme. Ils ont 180 secondes pour exposer tout ce qu'ils ont trouvé. Et vraiment, c'est un exercice aussi de pédagogie et de vulgarisation scientifique. C'est quand même une thématique vaste et complexe, donc c'est un bon exercice pour eux. Donc j'espère que vous êtes prêts à réfléchir avec nous sur la meilleure façon de gérer tous ensemble ce qui nous appartient à tous. Je laisse la place aux étudiants et bonne conférence. Excuse-moi, voisin. Tu fais quoi là? Je fais pleuvoir mon nuage. Pardon? Oui, tu vois bien que c'est la sécheresse. J'ai besoin d'eau pour mes salades. Donc je pulvérise des petites particules dans mon nuage pour le faire pleuvoir. Tu sais, c'est de l'ensemencement. Oui, d'accord. Mais comment ça, ton nuage? Il ne t'appartient pas? Oui, il n'appartient à personne dans l'absolu, mais là, il passe au-dessus de chez moi, donc je l'utilise, c'est tout. Sauf que le nuage, il bouge. Là, il va passer au-dessus de chez moi. Donc, si tu prends toute son eau, il n'y en aura plus pour mes carottes. D'ailleurs, la météo disait bien qu'il devait pleuvoir chez moi et pas chez toi. C'est du vol de pluie? J'appelle les flics. Non mais attends, renseigne-toi d'abord. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Et il y a plusieurs pays qui l'utilisent. La Chine, les États-Unis, le Maroc et même la France depuis 75 ans pour lutter contre la grêle. Tu vas me dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut de la ressource commune qui se trouve dans les nuages? Tu imagines ça en temps de guerre? C'est scandaleux. Oh, t'inquiète. Depuis que les Américains l'ont utilisé dans la guerre contre le Vietnam, la convention NMOD a interdit ces pratiques à des fins hostiles. C'est bon? Le voisinage est rassuré? Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui cloche avec ce laisser-faire. On réglemente bien la ressource en eau sur Terre, on devrait faire la même chose avec celle dans l'air. Donc tu voudrais qu'on applique la réglementation des cours d'eau? Par exemple, moi je suis en amont, toi t'es en aval, j'utilise ce dont j'ai besoin et je te laisse le reste? Non, ça marche pas. Tu peux pas juste étendre le droit du sol au ciel. On n'a qu'à plutôt appliquer le droit des eaux internationales. Avec une gestion commune, par exemple? Exactement. On aurait un organisme externe qui déciderait si oui ou non tu as le droit d'utiliser cette eau. Quelqu'un de neutre. Vous, par exemple, vous en pensez quoi? Non mais attends, ça ne marchera jamais. Tu ne peux pas localiser les nuages comme tu peux le faire avec les fonds marins. Ils sont sans cesse en mouvement, et surtout ils sont éphémères. À la limite, il faudrait que tu les considères comme une seule et même grande couche. Comme la couche d'ozone. Il y a juste à prouver que tes particules sont dangereuses pour l'environnement et paf, plus de pchit-pchit. Alors là, je te rassure, elles sont absolument inoffensives pour l'environnement. Tiens, 100. Ouais, bon. Sinon, tiens, est-ce que tu as déjà entendu parler de la Journée internationale des nuages? Non. C'est une démarche qui vise à inscrire les nuages au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui, si, ça me dit quelque chose. Mais je ne crois pas qu'ils sont éligibles au patrimoine matériel naturel. En fait, il faudrait créer une sorte de patrimoine immatériel naturel. Mais ce serait le créer uniquement pour eux. Si j'étais toi, j'y croirais pas trop. Donc quoi? On fait rien? Je m'assois là et je te regarde me voler mon eau?
Bon, d'accord. On peut regarder ce qui se fait dans les biens communs. Il y a peut-être moyen de s'en inspirer. Très bien. Mais en attendant, veux-tu bien arrêter d'ensemencer? Tu vas finir par provoquer une pluie d'applaudissements. Vous vous êtes déjà demandé qui devait jeter cette poubelle pleine qui traîne dans votre cuisine depuis 3 jours? Tout le monde continue à la remplir, personne ne la jette. Un mystère, un miracle de la décomposition en direct. Eh bien, figurez-vous que ce problème a un nom. Que ce soit en économie, en géographie ou même en droit, c'est la question des biens communs. Mais avez-vous déjà entendu parler des biens communs? Non, qu'est-ce que c'est? Vous en utilisez tous les jours. L'air que nous respirons? Un bien commun, L'eau que nous buvons? un bien commun, La mer dans laquelle on se baigne? un bien commun aussi. Je comprends mieux. Mais si ce sont des ressources partagées mais qui n'appartiennent à personne, comment est-ce qu'on les gère? Eh bien, figure-toi que les Romains y avaient déjà pensé. Dès l'Antiquité, on distinguait 3 types de biens. D'abord les biens privés, ou res privatae, qui appartiennent à un individu ou à une entité. Les biens publics, res publicae, gérés par l'État pour le bien commun. Et enfin, les biens communs, ou res communis, comme l'eau ou l'air, inappropriables par nature et destinés à l'usage de tous. Sauf que cette idée, elle a été un petit peu oubliée. Et aujourd'hui, beaucoup de ressources partagées sont soit surexploitées ou mal gérées, ce qui conduit à la catastrophe écologique que l'on connaît. Par exemple, les forêts, Disparaissent, l'air, pollués, l'eau potable pleines de PFAS, et les poissons. tous morts. Pour expliquer ce phénomène, l'économiste et écologue Gareth Hardin Un homme qui avait perdu foi en l'humanité, a publié en 1968 un article intitulé La tragédie des communs, dans lequel il explique que si chacun agit selon son propre intérêt, alors la ressource disparaît. par exemple, chaque pêcheur veut pêcher un max de poissons, mais si personne ne se limite, il y aura bientôt plus de poissons et plus de pêcheurs non plus. Conclusion de Hardin, sans privatisation ou régulation stricte, c'est la catastrophe. Et ce n'est pas qu'une théorie. Regardez autour de vous. Les nappes phréatiques s'épuisent sous l'effet de leur surexploitation La pollution cause des millions de décès chaque année. et nos océans sont devenus des soupes de plastique. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Hardin propose 2 options radicales. Soit on privatise l'ensemble des ressources pour responsabiliser leurs propriétaires, ou alors on met en place une régulation stricte de l'État pour éviter les abus. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Une autre économiste, Elinor Ostrom, a prouvé qu'il existe une 3e voie, la gestion collective des ressources par une communauté locale. Pour éviter la tragédie des communs, elle propose 3 principes fondamentaux. D'abord, impliquer des règles strictes adaptées au contexte local. Comme par exemple l'instauration de quotas de pêche pour éviter l'effondrement des stocks. Ensuite, impliquer les populations locales. Puisque si seules les grandes entreprises décident, elles risquent de privilégier leurs intérêts à court terme. Enfin, sans sanction et sans une régulation stricte, c'est la catastrophe. Parce que sans contrôle, même les meilleures règles restent inefficaces. Et ça fonctionne. Depuis des siècles, les populations locales gèrent durablement leurs forêts, leurs pâturages ou leurs systèmes d'irrigation. Mais la question des communs, c'est pas seulement une question d'environnement, c'est aussi une question de démocratie. En 2021, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale pour créer une assemblée des communs, regroupant citoyens, acteurs locaux, experts, mais elle n'a pas été adoptée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au final, les biens communs, c'est un peu comme cette poubelle. Soit on décide ensemble de comment on va la gérer, Soit on attend que quelqu'un d'autre le fasse. soit on continue à la regarder pendant qu'elle moisit. À vous de choisir. Bonjour tout le monde. Vous connaissez certainement le jour de dépassement. C'est le jour où l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de produire en un an. Ce jour arrive de plus en plus tôt, ce qui alerte sur le rythme effréné d'exploitation des ressources. Ainsi, il y a 20 ans, ce jour tombait dans les alentours de fin septembre, tandis qu'en 2024, c'était le 1er août. C'est un vrai signal d'alarme, mais comment peut-on l'expliquer? Comme on vous en a parlé précédemment, Gareth Hardin avait proposé une explication avec sa théorie de la tragédie des biens communs. Il prend pour exemple des bergers qui, poussés par l'envie du gain, mettent toujours plus de moutons dans une prairie. Sauf que cette prairie surexploitée finit par dépérir et les bergers finissent ruinés.
En effet, pour Hardin, toute entité physique exploitée en commun finit forcément par disparaître du fait de sa surexploitation. Et dans ce cas, Hardin propose deux solutions. Soit d'un côté, on impose des règles très strictes autour de la ressource, soit de l'autre côté, on la privatise. Mais franchement, Solène, tu ne vois pas ces options sont un peu extrêmes? Si, dans les années 60, la théorie d'Hardin a été très populaire, mais elle a été ensuite très critiquée. En effet, pour Hardin, tous les hommes seraient foncièrement égoïstes et privilégieraient toujours leur propre plaisir plutôt que celui de la société. En effet, et puis cette idée, elle a beaucoup plu aux classes dirigeantes, qui en s'en sont servies pour s'emparer des ressources et pour les mettre hors de portée des citoyens, en pointant du doigt leur supposé égoïsme et incompétence. Ensuite, d'autres théories ont émergé plus optimistes, comme par exemple celle d'Elinor Ostrom. Ostrom propose en 1990 une troisième voie, celle de la gestion communautaire. Mais est-ce qu'avec la mondialisation, c'est vraiment possible? C'est une excellente question. D'ailleurs, Ostrom parle de polycentrisme où plusieurs centres de décision fonctionnent indépendamment mais en coordination. Mais depuis l'arrivée des multinationales, les communautés locales sont souvent écrasées et se retrouvent de plus en plus écartées des centres de décision. Ainsi, cette approche d'Ostrom ne peut s'appliquer que pour les groupes de petites ou moyennes structures. Elle ne s'applique pas sur la logique de notre société mondialisée. Oui, et les problèmes ne font que commencer. Lorsque les ressources deviennent rares, les conflits éclatent. Vous avez certainement déjà entendu parler de la guerre de l'eau. Eh bien, ce n'est pas une image, c'est la réalité, et cela va s'accentuer avec le réchauffement climatique. Et ceci à toutes les échelles, entre les pays, entre les régions, et même entre les communautés. Et c'est intéressant car l'étymologie du mot rival vient du mot latin rivus, qui signifie ruisseau. Ça montre bien comment la compétition pour les ressources est au cœur du conflit. C'est vraiment dramatique. D'abord, on épuise les ressources, puis on se bat pour elles. C'est un cercle vicieux. Exactement. Et tout ça nous amène vers un point crucial. Comment éviter cette dynamique? Peut-être c'est le moment de repenser notre façon de gérer et de partager nos biens communs. Oui, mais pour ce faire, il faut un changement de mentalité profond. Passer de l'individualisme à la coopération. S'il vous plaît. Alors maintenant, on va vous parler de propriété privée. Je vous rassure, on ne s'est pas trompé de thème. On va aussi vous parler de bien commun. Parce qu'en fait, ces deux notions, que tout semble opposées au premier abord, sont en réalité complémentaires. Tout est une question d'équilibre. Attends, juste pour être sûr. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que quelque chose de complètement commun, ça ne peut pas exister. Alors, oui et non. Un bien commun, ce n'est pas seulement quelque chose que tout le monde peut exploiter librement. Ça présuppose un raccord collectif et inclusif à la propriété, avec des règles définies par une communauté. En gros, c'est un accord commun sur l'usage qu'on peut faire d'un bien et la capacité que chacun a à les exploiter. Ok, je vois. Mais du coup, à l'inverse, la théorie des droits de propriété, elle donne à une entité privée ou à une personne des droits exclusifs sur un bien, lui permettant d'en disposer comme il le souhaite. Bon, toujours dans les limites de la loi, bien sûr. Voilà. On pourrait croire que la propriété, c'est quelque chose d'évident. C'est à moi, ce n'est pas à moi. C'est simple, non? Eh bien, en réalité, pas tellement. C'est une construction juridique. Autrement dit, ce n'est pas la nature des choses qui les rend privées ou communes, mais bien les règles qu'on décide de leur appliquer. Mais du coup, on ne peut pas dire qu'un bien soit commun ou privé par nature. C'est nous qui choisissons comment on souhaite le considérer. Ok. Alors, reprenons un exemple simple. Les nuages. On a dit tout à l'heure que personne ne pouvait vraiment revendiquer leur propriété. On pourrait appeler ça un bien commun absolu. Mais si demain, on l'a vu, une entreprise décide de faire pleuvoir un nuage sur son champ, privant la région voisine d'eau. Elle cherche à transformer un bien commun en ressource privée. D'accord. Attends, j'ai un autre exemple. L'air. En théorie, tout le monde y a accès et tout le monde peut l'utiliser librement pour respirer. Là, je respire. Mais si demain, je décide de prendre de l'air et de le mettre en bouteille pour le vendre. Bon, de l'air pur, hein, pas de l'air du périph' parisien. Est-ce qu'on peut encore considérer cet air comme un bien commun? Bah, pour moi, c'est plus vraiment un bien commun, c'est plutôt une start-up. Ouais. Mais du coup, c'est là qu'on voit vraiment que la frontière entre bien commun et propriété privée est souvent plus floue qu'on ne le pense. Et c'est là que ça devient intéressant. On pense souvent que propriété privée et bien commun sont des notions qui sont totalement opposées. Mais en réalité, elles se complètent et elles s'imbriquent.
J'ai un petit trou. La gestion des biens communs doit intégrer des logiques de propriété. En effet, si un bien commun n'a pas de régulation, il peut être surexploité et donc disparaître. D'accord. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le régime juridique de propriété privée peut être un moyen relativement efficace pour protéger et gérer durablement les biens communs. La propriété, c'est un sens politique donné. Tout ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. T'es prêt pour enregistrer? Attends. Oui, c'est bon. Avez-vous déjà vu un arbre au tribunal? Attends, un arbre au tribunal? Bah oui, un arbre. C'est ça notre sujet? Oui, un arbre. J'entends déjà le juge. Monsieur Le Chêne, levez la branche et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Très drôle, mais c'était pas une blague. Attends, si un arbre il va me faire un procès si je le coupe? Alors, non, c'est pas l'idée. Mais si on détruit la forêt dans laquelle il se trouve, pourquoi pas? Une amende pour avoir marché sur une feuille tant qu'on y est? Tu rigoles, mais dans certains pays, la nature a des droits. Des droits pour un arbre. Et pourquoi pas un avocat pour chaque ficus? Très mature, mais je parlais de lui donner une personnalité juridique. C'est un statut juridique qui permet de donner les mêmes droits qu'aux humains. Donc on peut protéger une forêt, un fleuve ou un écosystème en lui donnant une existence légale forte. Tu veux donner des droits et des devoirs à un arbre? Par exemple, acheter une maison ou payer des impôts? Pas exactement, et surtout c'est pas l'objectif. La nature, elle doit être protégée. Et donc, ce statut, ça pourrait être une solution. Donc, de nouveau, si je coupe un arbre, il me fait un procès. Pas lui personnellement, mais une sorte d'avocat qui défendrait la forêt comme on défend un patrimoine en péril. Donc, qui serait cet avocat des sapins et des rivières? Un humain qui protège les biens communs comme le défenseur des droits en France, par exemple. D'ailleurs, au Chili, il proposait un défenseur de la nature. Tu crois qu'on accepterait un truc pareil? Je ne sais pas. L'environnement commence à être dans l'agenda de tous. C'est compliqué. T'aurais un exemple? Oui, en Inde, les fleuves Gange et Yamuna ont la personnalité juridique, d'après un arrêt de la Cour suprême indienne. Oui, enfin, l'Inde. Ça ne marcherait pas ici. Le public et moi-même ne serons jamais d'accord. Pourtant, la Nouvelle-Zélande l'a fait aussi, avec le fleuve Yanganui. Mais non! Mais si! Et justement, c'est un pays dont le mode de vie est similaire au nôtre. Oui, mais bon, au final, la nature ne peut ni parler ni agir seule. Tout dépend des humains qui la représentent au final. Mais justement, si on a des lois contraignantes au niveau national et international, on pourra changer les choses. Il faut juste que tous les pays changent le statut juridique des biens communs. Oui, ça pourrait marcher. Attends, non, mais l'économie gagnera toujours. Au final, les industries, principalement nationales et principalement internationales, restent totalement prioritaires. Tout ça semble symbolique. Pas forcément. Si la communauté internationale se saisit de la question, alors on a une chance. Donc si tout le monde se mettait autour d'une table, ça marcherait? Oui. Alors, on le reprend ce tournage? Non, j'ai plus de batterie. Ah. Oh, y a quelqu'un? Ah là, on voit vraiment rien ici, il fait super sombre. Oh Guilain, t'es là, trop bien. En plus, t'as une lampe. Oh, est-ce que tu pourrais m'éclairer, s'il te plaît? Bah non, c'est ma lampe. En plus, je viens d'acheter une nouvelle pile. Et j'en ai besoin pour pas me cogner dans le noir, donc je vais la garder. Mais tu pourrais partager, non? Bah je sais pas, en plus je sais même pas si on va dans la même direction. Non mais attends, on n'a qu'à discuter. Je t'explique mon itinéraire et on n'a qu'à se mettre d'accord pour faire le chemin ensemble. Enfin, ça te dérange pas de faire un petit détour? Franchement, j'hésite. Tu sais, ça va user mes piles et en plus, si ça se trouve, j'aurai pas suffisamment de batterie pour pouvoir rentrer jusque chez moi. Bon, à défaut d'être un exemple de bon savoir-vivre, cette histoire de lampe nous montre bien une chose. L'énergie est un bien commun. Eh oui, tout le monde a besoin d'énergie pour s'éclairer, se chauffer, se déplacer. C'est donc non exclusif. Mais trop en utiliser pourrait contraindre d'autres utilisateurs. C'est donc rival. Et aujourd'hui, produire de l'énergie, ce n'est pas une mince affaire. Ça coûte de plus en plus, ça pollue,
Et ça demande beaucoup de ressources. Oui, et c'est pour ça qu'on parle de transition énergétique. On voudrait passer d'un modèle énergétique historiquement basé sur les stocks, donc les énergies fossiles, à un modèle énergétique basé sur les flux, donc les vents, les courants, le soleil, enfin bref, quelque chose qui pollue moins, quoi. Ah, ça fait rêver. Mais attends, tu me parles d'énergie fossile. Mais pour produire tous ces panneaux solaires, ces éoliennes, ces batteries électriques, on a bien besoin de ressources fossiles, non? Enfin, je veux dire, le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares, tout ça, ce sont bien des ressources fossiles, non renouvelables et limitées. Oui, et c'est pour ça que certaines personnes voudraient considérer ces métaux comme des biens communs, parce que la transition énergétique concerne tout le monde et tous les secteurs d'activité. Je comprends mieux. Dans ce cas-là, il faudrait expliquer aux États et aux multinationales que leurs minerais, leurs propriétés en somme, qui valent des milliards, ne leur appartiennent plus vraiment et que tout le monde peut y avoir accès librement. Enfin, les enjeux économiques sont énormes. Tu comprends bien que personne n'accepterait. Oui, et c'est pour ça que la gestion de ces ressources minérales nécessite une nouvelle gouvernance, une meilleure concertation entre États et producteurs pour améliorer l'approvisionnement. Tu veux parler d'une gouvernance mondiale des ressources minérales? Il me semble que les Nations Unies l'ont évoqué dans une résolution en 2019, mais bon, depuis, pas grand-chose ne semble avoir bougé. Oui, en plus de ça, certains pays préfèrent verrouiller leurs ressources plutôt que les partager. Ça ressemble un peu à une tragédie. Mais tout ne se joue pas au niveau des États. On peut agir sur toute la chaîne, donc la production, la consommation, le recyclage. Donc tu veux dire que la solution ne se trouve pas seulement dans les mines ou dans les grandes décisions politiques, mais aussi dans les industries, les entreprises et chez nous, consommateurs, qui vont faire changer les choses? Exactement, parce que la transition énergétique, c'est pas juste une question de technologie ou d'innovation. Pour sortir de ce triangle de l'inaction, c'est avant tout une question de choix collectif. Mais ça me fait penser d'ailleurs, Guilain, il me semble qu'il existe des modes de gouvernance qui pourraient nous être utiles pour notre étude de transition énergétique. Tu voudrais pas que je te les présente sur le chemin? Bon, dans ce cas-là, ça vaut bien un petit détour. Parce que finalement, cette question de matière rare, est-ce que ce serait pas plutôt une question de matière grise? Oui, et ça aussi tu pourrais le partager. Mais David, tout ça me fait réfléchir. Cette tension entre la propriété privée, la gouvernance collective et la surexploitation des ressources, c'est un petit peu ce qui se passe en Amazonie, non? Oui, Zoé, je crois que tu as raison. Beaucoup le considèrent comme un commun universel. En plus, la région s'étend sur 9 pays, sans oublier tous les acteurs qui la convoitent. Franchement, quel casse-tête de gouvernance. Mais comment la gérer efficacement et par qui? Bonne question. Jusqu'ici, la gestion centralisée a échoué. Trop d'intérêts divergents, pas assez de coordination, et c'est la forêt qui trinque. C'est là qu'intervient la gestion polycentrique australienne. Plusieurs niveaux de gouvernance collaborent pour une gestion partagée et mieux adaptée. Ok, mais comment t'appliques ce modèle en Amazonie? D'abord, les communautés autochtones, gardiens de la forêt grâce à leur savoir traditionnel et leurs pratiques de gestion durable des ressources. Ensuite, les États qui établissent les lois et les politiques. Sauf que certains favorisent des intérêts économiques, comme le Brésil sous Bolsonaro. Justement, ensuite, une échelle régionale. Les pays amazoniens tentent de coopérer. En 2019, cet État a signé le pacte de Laetitia pour surveiller la déforestation. Mais ce pacte reste très symbolique. Après, il y a une gouvernance internationale qui établissent des accords, mettent une pression et aident via des financements. Et ces actions ont des succès. En Équateur, par exemple, un programme finance les communautés pour protéger la forêt. Résultat, moins 80% de déforestation depuis 2008. Comme quoi, les savoirs traditionnels sont essentiels. Adapter les décisions aux réalités locales, c'est la clé. Mais des obstacles persistent. Dans un premier temps, des conflits d'intérêts entre les États, les multinationales et les populations locales qui n'ont pas les mêmes priorités ni les mêmes pouvoirs. Tout dépend du contexte politique. Par exemple, au Brésil, sous Bolsonaro, la déforestation a explosé. Et sous Lula, elle a chuté de 50% la première année. C'est incroyable. C'est vrai, mais il existe d'autres freins, comme la difficulté de mise à grande échelle des projets. En effet, chaque pays a ses propres lois. Ce qui marche ici ne fonctionnera pas forcément ailleurs. Et également de fortes tensions diplomatiques. En effet, les États sont réticents à coopérer par crainte de perdre leur souveraineté. Donc, même si l'Amazonie est un commun mondial, chaque pays d'abord défend ses propres intérêts. D'où le paradoxe. Il faut une gouvernance coordonnée et décentralisée, mais les enjeux économiques et politiques freinent ces avancées. Alors, quelle est la solution? Il faudra renforcer la coopération entre tous les acteurs, mieux intégrer les savoirs autochtones, assurer un financement stable et créer des règles communes partagées par tous. Bref, il faut du dialogue, de la volonté et surtout une vraie vision à long terme. Viva l'Amazonia!
Eh Fred, tu savais toi que les peuples autochtones représentaient seulement 5% de l'humanité, mais qu'ils gèrent 25% des terres émergées, abritant 80% de la biodiversité mondiale? Ah bon? Mais dis-moi en plus. Eh bien, figure-toi que le niveau d'intégration des peuples autochtones dans la gouvernance des espaces naturels varie selon les peuples, les espaces et le temps. Et oui, par exemple, en Norvège, la propriété de la quasi-totalité des terres du comté de Finnmark a été transférée à un conseil composé d'élus locaux et de représentants du peuple autochtone Sami. Et tu sais quoi? Une étude récente de l'IUCN nous montre que la conservation des espaces naturels est bien plus efficace lorsque les peuples autochtones y sont intégrés. En effet, parmi les espaces naturels gouvernés par les États, ce sont seulement 15% des cas qui ont présenté des résultats positifs en matière de biodiversité. À l'inverse, parmi les cas notamment gouvernés par les peuples autochtones, ce sont 55% des cas qui ont présenté des résultats positifs. Mais t'es où en fait, Fred? Eh bien là, justement, je me trouve au Québec pour aller à la rencontre de la communauté Cri. La communauté Cri du Canada se situe dans une région allant de l'Alberta au Québec. Dans les années 90, la communauté Cri a vu disparaître la moitié de ses forêts productives à cause de l'industrie forestière. Alors, elle a réagi en poursuivant l'industrie et le gouvernement. Et résultat, la signature de la paix des Braves, une entente qui leur confère une forme d'autonomie dans la gestion de leur territoire. La coupe annuelle des forêts a été divisée par 2, et tout ça grâce à une réglementation plus stricte des récoltes définie en concertation avec la communauté. Et ce cas, il rentre dans nos fameux 55%. Mais pourquoi alors, lorsque les populations autochtones sont intégrées dans la gouvernance des espaces naturels, les résultats sont-ils majoritairement positifs? Eh bien, c'est notamment en raison de la gouvernance interne des peuples autochtones. Reprenons le cas des Cris du Canada. Premier élément, sur certaines parties du territoire, les Cris ont des droits exclusifs de chasse et de pêche, sur lesquels l'État ne peut pas intervenir. De plus, chaque famille a un référent responsable de la gestion durable de son espace. Mais est-ce que tu aurais d'autres explications, Fred? Oui, et pas qu'une. Deuxième élément, l'organisation du territoire s'accompagne aussi d'une cohésion sociale qui est renforcée par l'activisme politique, la participation de toute la communauté aux décisions environnementales et la transmission des savoirs traditionnels aux jeunes générations. Et troisième élément, une relation de confiance entre la population et ses représentants est nécessaire. Cela passe par la libre circulation de l'information au sujet des processus décisionnels et la prise en compte de l'intérêt général. Ok, donc on récapitule. On a vu que c'est la mobilisation des Cris qui a poussé l'État à les intégrer dans les processus décisionnels. Et on voit là que l'État a un rôle clé dans la gouvernance des biens communs. Il a ainsi la responsabilité de reconnaître et d'intégrer les peuples autochtones. Et oui, et justement, on peut retrouver dans des territoires non autochtones des initiatives citoyennes qui repensent notre lien à l'environnement. Allez Marcel, filons les rencontrer. Alors, t'en as pensé quoi de ce forum sur les biens communs? Bah honnêtement, super. J'ai appris beaucoup de choses. Et toi? Pareil, j'ai trouvé ça très intéressant, mais ça me paraît tellement loin de nous, que ce soit toi, moi, et même vous. Je suppose qu'on est nombreux à vivre dans une zone très urbanisée. Donc je me pose la question de comment on peut se rattacher à tout ce qui a été dit auparavant quand on vit au milieu de Paris, où tout est assez individualiste. Bref, ça me paraît compliqué. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, on est tellement déconnecté de la gestion de nos ressources naturelles. Et en plus, si on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, les guerres, le réchauffement climatique, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On n'a aucune résilience ni de pouvoir en tant que citoyen. J'aimerais pouvoir m'impliquer plus, mais concrètement, je vois pas trop comment c'est possible. Ok, stop. On arrête de déprimer. C'est pas vrai en plus. Je suis sûre qu'en Île-de-France, il existe plein de possibilités, d'initiatives citoyennes qui se réapproprient ces questions et essayent de les gérer collectivement. Bah, par exemple, tu te souviens la dernière fois, quand on s'est baladé près de chez toi, on est tombé sur un petit jardin très sympa. Ah mais oui, il y avait des personnes en train de jardiner, ça donnait vraiment envie de les rejoindre.
Tu penses qu'ils produisent leurs légumes, qu'il y a une forme de résilience alimentaire? Alors, à Paris, ça me paraît compliqué, les jardins sont assez petits. Mais il me semble que la ville s'est saisie de la question et, justement, j'ai vu passer l'info comme quoi ils avaient développé un programme Main Verte qui recense plus de 150 jardins qui sont gérés collectivement par des citoyens regroupés en assos. Ok, du coup, si je comprends bien l'idée, c'est plus de décider ensemble, de se reconnecter à la terre et d'embellir notre cadre de vie. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, ici, je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une quelconque autonomie sur une ressource naturelle. Ah mais attends, maintenant que tu me le dis, ça me fait penser à un super docu que j'ai vu récemment sur une asso en France qui s'appelle Énergie Partagée. Elle accompagne des citoyens qui se regroupent pour produire leur énergie commune. Et même vers Paris, il y a le projet Sud Paris Soleil qui a installé des panneaux solaires sur des toits des écoles. Alors, à la limite, pour les jardins, ça me paraissait faisable, mais une gestion citoyenne et collective de l'énergie, c'est compliqué. Les sujets sont techniques, il faut convaincre des élus, trouver des financements. Bref, c'est nager dans un océan administratif français, franchement, bonne chance. Non mais c'est sûr que ça demande une implication plus grande qu'une gestion d'un jardin. Mais il y a des projets qui marchent et ça permet vraiment de se réapproprier une question essentielle de la transition écologique. Et par exemple, à côté de chez nous, en Allemagne, la moitié de la production des énergies renouvelables est assurée par des collectifs citoyens. Donc pourquoi pas nous? En vrai, t'as raison. Je suis sûre qu'en dehors de ces deux exemples, il existe plein de possibilités qui nous permettraient à chacun de nous impliquer selon nos contraintes. Mais oui, et imagine, si on s'y mettait tous, on pourrait rêver d'un Paris où chaque toit capte l'énergie du soleil. Où chaque rue a son jardin partagé. Où les habitants ne subissent plus la ville, mais la façonnent ensemble. Un Paris plus résilient. Plus humain. Plus commun. Bref, on s'est posé la question, quelle gouvernance pour les biens communs? Un jour, on a parlé de ressources naturelles. On s'est dit que c'était des biens communs de l'humanité. Et que les biens communs, si personne s'en occupe, ça finit mal. Comme la fameuse poubelle que personne ne sort jamais. On a évoqué la tragédie des biens communs. On s'est dit que si tout le monde consomme sans réfléchir, il n'y aurait bientôt plus rien pour personne. On a pensé à la crise climatique. On s'est dit qu'il fallait agir vite. On s'est dit qu'il fallait une gouvernance, mais laquelle? Une gouvernance multiple, unique, pas unique. On parle de biens communs quand même. Alors on a réfléchi. On a vu qu'il y avait plein d'acteurs. Des citoyens, des associations, des entreprises, des collectivités, des États, des experts. On s'est dit qu'il fallait bosser ensemble, à diverses échelles. Du local, du national, du global. Parce que si tu agis tout seul, c'est plus du commun. On a parlé coopération. Certains ont dit compétition. On a dit non, coopération. Certains ont froncé les sourcils. On s'est regardé, on a hésité, on a discuté, puis on s'est regardé, et ensemble on a dit « Ok, concertation ». Alors on s'est concerté, et là, on a compris. Il n'y a pas une gouvernance, mais plusieurs. Des gouvernances pluridisciplinaires. Des systèmes où il faut s'écouter, partager, mais surtout construire des règles, ensemble. On a compris que l'engagement commence à notre échelle, que protéger les biens communs, c'est parfois mettre de côté l'intérêt individuel pour un intérêt commun, et que cet intérêt commun, on pouvait l'appeler transition écologique. Bref, on a mis nos compétences en commun. Bref, il est encore temps de sauver nos biens communs. Profitez un petit peu quand même, c'est cool. Ouais. Bon bah voilà, c'est fini. Merci beaucoup aux étudiants ils ont quand même hyper bien bossé. La restitution, enfin vous pourrez après nous dire ce que vous en avez pensé, mais c'était quand même d'une très grande qualité. Merci aussi pour l'organisation du forum, puisque c'est eux en fait qui organisent tout ça. Moi je fais que encadrer, donc ça va, j'ai le bon rôle. Merci beaucoup à Adrien de m'avoir confié cette mission pour cette deuxième année.
Donc voilà. Merci aux professionnels qui ont donné un petit peu de leur temps pour accompagner les étudiants. Merci à vous tous d'être venus les soutenir ce soir. C'était important pour eux, pour nous. Donc le temps étant un petit peu restreint, on vous propose, on va pas faire de questions ouvertes, mais on vous propose de continuer les discussions autour d'un petit verre au buffet. Voilà, tout au fond. Merci beaucoup encore, merci.